Merci. Merci beaucoup à notre secrétaire perpétuel d'évoquer nos grands maîtres qui nous ont montré la voie et qui sont souvent des exemples à la fois d'humanisme mais également de science. Nous allons donc passer à la remise de la médaille Ambroise Paré dans cet amphithéâtre tout à fait emblématique. Je vous rappelle simplement, toujours Louis XV, homme moderne, fait construire avec les chirurgiens Saint-Côme. Il existe au XVIIIe siècle une certaine appétence pour l'humanisme et la découverte du corps, et l'amphithéâtre Saint-Côme est trop petit. Et donc, il fait construire cet amphithéâtre ici, qui a été obturé parce que c'est devenu un amphithéâtre de cours, mais à l'origine, sachez que c'était un centre de dissection. Et il y avait du monde, et les gens étaient tellement en appétence et en curiosité qu'ils payaient pour rentrer. Et donc vous voyez que nous sommes dans un lieu hautement symbolique du XVIIIe siècle. Et donc, toujours Louis XV, il fait construire ces amphithéâtres d'anatomie, il crée l'Académie nationale, l'Académie royale, pardon, de chirurgie, et demande donc à Jean-Baptiste de Gresset d'en rédiger les statuts, et il crée la médaille la plus prestigieuse pour récompenser les chirurgiens. Et donc c'est avec beaucoup d'honneur que je vais appeler les 5 récipiendaires de cette médaille prestigieuse. Et pour des problèmes de train, mon cher Henri, tu vas passer le premier, même si tu n'étais pas... Mais je sais que cet après-midi, il y a la passation de pouvoir pour les doyens, et qu'en tant qu'ancien doyen, il faut absolument que tu sois présent, et c'est pour ça que je vais te faire en premier. Alors, une histoire particulière. Une histoire particulière avec Henri Coudane, que j'appelle toujours le serment de Sienne. Ça nous rajeunit un petit peu, mon cher Henri. Nous étions à Sienne, et sachez qu'on a toutes les deux une particularité, c'est que nous sommes tous les deux agrégés de droit de la santé et chirurgiens orthopédistes. Avec une petite différence, il est chirurgien de l'épaule et moi je suis chirurgien de la cheville. Mais c'est la seule différence. Et c'est vrai que nous avons eu des parcours excessivement parallèles. Alors, est-ce qu'ils sont parallèles ou est-ce que tu m'as aidé à être parallèle? C'est la bonne question. Tu es président du Conseil national des universités, la plus haute instance universitaire, je te succède. Tu es doyen, je ne te succède pas. Tu es président de la SOFCOT, et c'est Patrice Mertel, mon patron, qui te succède. Oui, Patrice, c'est dans la filiation. Mais tu es président de l'Académie de chirurgie, et je te succède. Et donc, ce croisement, dans l'intérêt des malades, dans l'intérêt de la responsabilité médicale, pour lequel nous avons tous les deux travaillé au sein de la Cour de cassation, me font dire que tu as eu un parcours exceptionnel au service des autres, et donc te remettre cette plus haute distinction, la médaille Ambroise Paré, me semblait totalement naturelle. Merci pour tout ce que tu as fait, mon cher Henri. Alors, je ne sais pas si c'est comme pour les médailles d'or aux Jeux Olympiques où tous les athlètes mordent la médaille pour savoir si elle n'est pas en chocolat. Mais je peux vous assurer qu'au point que de la médaille, ça m'étonnerait que ça soit que du chocolat. Il doit y avoir un peu de métal. Mon cher Henri, voilà, mais c'est pas fini, hein. On va continuer ensemble. On est en début de carrière. J'appelle maintenant le professeur Albert Claude Benamou. Okay.
Mon cher Alberto, tu as un parcours professionnel chirurgical, mais pas uniquement chirurgical. Et c'est ça qui est tout à fait surprenant, c'est ton dynamisme, j'allais dire presque ton touche-à-tout dans la perfection. Professeur agrégé de chirurgie vasculaire, tu ne fais pas que de la chirurgie vasculaire. Et je reste persuadé que tu es un véritable homme de la Renaissance. Les hommes de la Renaissance étaient des personnes touche-à-tout, puisque vous voyez bien que Léonard de Vinci était à la fois un grand scientifique, mais un excellent peintre, même un magnifique peintre. Et donc j'ai lu un petit peu ton curriculum vitae, et là j'ai été quand même un peu impressionné. Tu es conseiller ministériel pour la drogue, ton premier poste, un véritable fléau, et tu passes ensuite à la gérontologie, puis au numérique, puis à la francophonie. Tu deviens conseiller du président pour l'UNESCO. Alors ça, c'est pas mal, parce que l'UNESCO, je vous rappelle que c'est une émanation directe de l'ONU. Et puis, tu n'arrêtes pas, c'est pas fini, tu continues. Elisabeth Borne te repère, à juste titre, et te nomme au secrétariat général pour l'investissement avec un poste important à l'Agence pour l'innovation en santé avec l'ISALTER, qui est un partenaire essentiel. Pourquoi essentiel? Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la chirurgie 4.0, c'est notre avenir. Et je reste persuadé que cette académie doit s'emparer de ce sujet. Parce que c'est toute la chirurgie, tous nos malades qui vont sortir. Et ceux de l'académie qui souhaitent partir en arrière, eh bien écoutez, je leur souhaite bien du courage. Parce qu'elles ne sont pas ici à leur place. Et tu ne t'arrêtes pas là. Le robot de téléprésence pour tout ce qui est inclusion scolaire, tu as fait des milliers d'heureux pour les Jeux Olympiques. Et donc, c'est avec beaucoup d'honneur et beaucoup de respect, mon cher Albert Claude, que je te remets cette médaille de Ambroise Paré. Je voudrais juste te remercier en parlant d'Ambroise Paré quelques instants et faire le lien entre ce que tu viens de dire, un homme de la Renaissance. En fait, c'est Ambroise Paré, l'homme de la Renaissance, et je voudrais juste vous citer une phrase très importante d'Ambroise Paré, voilà, qui m'a paru très éclairante et faire le lien depuis 500 ans. Le père de la chirurgie moderne, en fait, était un observateur, un innovateur, un esprit, maintenant on dirait disruptif, capable de rompre avec les habitudes, avec ce qui était convenu, et capable de dire, même contre la faculté de l'époque, en plus il était barbier au départ, il n'était pas médecin, et il a fallu qu'il soit très très courageux pour s'opposer à un certain nombre de pratiques, et en particulier, vous savez, quand il y avait des blessures graves avec amputation, eh bien, on se servait de l'huile bouillante pour faire la cautérisation des plaies. Il ne supportait pas cette pratique et il a inventé, en fait, c'est le vrai premier chirurgien vasculaire, mais de cette époque, il y a 500 ans, il a créé la première ligature vasculaire artérielle. Il a fermé les plaies de l'artère fémorale avec un simple nœud et cette idée géniale a sauvé des milliers et des milliers de soldats qui mouraient sur les champs de bataille d'hémorragie, avec les chutes d'escar après la brûlure par l'huile bouillante. Et bien c'était comme ça. Alors il a écrit, et j'en viens là, son indépendance d'esprit, et en même temps ça rejoint tout à fait, on a eu une conférence exceptionnelle de Bernard de Vauchel, qui chirurgien mais philosophe incroyable. Eh bien il dit, lui, à cette époque, depuis que les grandes découvertes ont remodelé la Terre, c'est la Renaissance, Moyen-Âge, et révélé de nouvelles espèces, de nouvelles races, de nouvelles croyances, on ne peut raisonnablement que se tenir disponible au surgissement des possibles. Magnifique, une phrase exceptionnelle. Et faire le plein de tous les possibles, moissonner le large.
Et puis alors là, c'est un aventurier, parce qu'il savait qu'il s'opposait à un grand nombre de hiérarques de l'époque, etc., et risquer des erreurs plutôt que manquer quoi que ce soit. Je crois qu'il définit parfaitement l'esprit de l'Académie nationale de chirurgie, c'est-à-dire cette capacité de passer du traditionnel à l'innovation, à la sortie des pratiques. Et on voit, juste pour illustrer, vous connaissez tous ces images, en fait, il a fait sur le terrain des batailles des rois, c'était le chirurgien des rois, et donc, eh bien, vous voyez l'amputation, vous voyez déjà sa capacité à imaginer des prothèses, chers amis. Ce n'est pas que les prothèses endovasculaires, c'était les prothèses de remplacement des amputés, même de la main, et il a fait des mains artificielles. Et c'est quand même extraordinaire. Et vous voyez la technique dans son livre, parce qu'en plus, il a écrit. C'était le premier écrivain sérieux. Il écrivait son expérience, il faisait des publications, et c'était magnifique. Voilà, je termine. Mais pour rappeler que finalement, c'est Jean Pitard qui a créé, vous savez, avec sous Saint-Louis, la confrérie de Saint-Côme et de Saint-Damien, la confrérie des chirurgiens. Eh bien, c'est probablement en 1554, oui, c'est ça, que Paré, qui n'était encore que barbier, était cependant chirurgien du roi depuis 2 ans, et ce sont les chirurgiens de Saint-Côme, auxquels on rend hommage aujourd'hui, qui sont venus lui proposer d'intégrer leur collège, en considérant que sa notoriété et sa proximité, alors c'est l'aspect politique, avec le roi, pourrait leur être utile dans la rivalité qui les opposait aux médecins de la faculté. C'est pas complètement fini. Merci. Voilà, merci en tous les cas. J'ai été un mot pour m'honorer, ça me fait vraiment très plaisir, mais dire un mot de la présidence de mon ami Olivier Jardet pour lui aussi lui dire toute l'admiration que j'ai pour lui, sa capacité sans cesse d'être en l'avant et de continuer le combat que tu as mené dans beaucoup de domaines, parce que la loi Jardet, c'est une loi quand même que tout le monde connaît sur la recherche, et donc la poursuite, son avis sur la fin de vie, etc., je crois que c'est vraiment un homme exceptionnel. On a eu beaucoup de chance de l'avoir comme président. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Albert Claude. J'appelle maintenant le professeur Hubert Joannet, avec lequel j'ai partagé une année exceptionnelle. Et j'ai presque un vertige, mon cher Hubert. Je n'aurais pu ton appel à 6 heures du matin pour régler les problèmes. Peut-être encore. Oui, parce que, pour tout vous révéler, nous avons des contacts pratiquement quotidiens, sauf le dimanche quand même, on respecte les choses, à 6 heures du matin, où on règle tous les problèmes. Tu es levé, je suis levé, je suis en train de prendre mon petit déjeuner, je pense que toi aussi, et on n'est pas embêté, donc tout se passe bien. Non, je voulais te rappeler quand même ton parcours, et j'ai découvert des choses, parce que tu es modeste. Chef de clinique au Kremlin-Bicêtre et à Bichat, fondateur du Club Célio, c'est toi qui l'as fondé. Première publication Princeps sur la cure de hernie inguinale par célioscopie ambulatoire en 1996. Tu es un novateur. 2002, première publication Princeps en France sur la cholécystectomie par célio en ambulatoire également. Et donc, quand on parlait de la chirurgie 2.0, tu y as complètement participé et tu l'as propulsé. C'est vrai que la France a été pionnière, mais tu as participé à cette reconnaissance internationale et je tiens à t'en féliciter. Et puis, quand même, 634 communications scientifiques, ça pose, ça pose. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir, mon cher Hubert, que je te remets cette médaille Ambroise Paré, la plus haute distinction chirurgicale. Merci beaucoup, Olivier. Et c'est vrai que la première fois qu'on fait une opération qui devient très banale, 30 ans après, ça n'a aucun intérêt. Bon, il
fallait le faire. Donc on était début 1993. J'avais démarré la Célio, on faisait des hernies par Célio, on voyait bien que les malades, ils allaient bien. Ils se baladaient le soir dans le couloir. Et donc on se dit, pourquoi il ne rentrerait pas chez lui? Alors c'est vrai que les Américains, ils faisaient de l'ambulatoire depuis 1970, mais c'était moins de 23 heures. En Europe, pour nous, on arrivait le matin, on sortait le soir. Et donc, alors pour l'époque, il n'y avait pas de portable, pas d'internet, voilà, hein, il y avait un téléphone fixe qui marchait. Bon, enfin, voilà, bon. Et donc, en fait, j'ai démarré comme ça. J'ai publié 3 ans plus tard. Je suis venu à l'Académie de chirurgie où un expert auprès de la Cour de cassation, qui était, je me souviens très bien, était assis à gauche dans la pièce. M'a dit que ce que je faisais était criminel. Donc je me suis dit, je dois tenir quelque chose quand même. Donc, je suis revenu pour les vésicules en 2002, enfin que j'ai publié en 2002, mais j'avais communiqué à l'Académie avant. La même personne, assise au même endroit, toujours expert auprès de la Cour de cassation, m'a dit, ce que vous faites, monsieur, est criminel. Je me suis dit, bon, c'est intéressant. Et donc aujourd'hui, chaque année, il y a plus de 120 000 patients en France qui sont pris en charge de cette façon. Voilà. Et je le dis devant Gilles Bontemps, qui est ici, qui est membre de l'Académie, qui fait partie de ces gens à la CNAM et dans différentes autres structures, qui ont beaucoup participé à l'évolution et à la création de la chirurgie ambulatoire. La chirurgie ambulatoire a bouleversé notre système de santé. Elle a facilité le parcours de centaines de milliers de gens. Et c'est vraiment une grande réussite de notre système de santé. En tout cas, merci beaucoup à toi, Olivier. Merci. Merci, Hubert. Et merci pour tout ce que tu donnes pour l'Académie et les académiciens. J'ai appelé le professeur Lemaire, François, ou comment votre vie peut basculer dans un ascenseur. Ben oui, parce que c'est ça, François. François Lemaire a succédé au doyen Rapin à Henri Mondor. Il a été formé à l'école moderne de la recherche clinique à la mode anglo-saxonne. Il a mis au point de concepts modernes de la ventilation mécanique et il a été président du comité consultatif médical et directeur de la recherche clinique. Mais surtout... Ah non, c'est pas cette diapo-là que je voulais. C'est celle où on est? Non. Ah non, c'est ça. Non, j'ai que ça en fait. Oh là, dommage. Ah bah oui, je lève le verre. Mais c'est surtout qu'il a été conseiller de Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot, en février 2008, convoque 3 professeurs des universités dans son bureau pour faire une grande loi santé, dans laquelle il y a la loi HPST, la loi recherche et la loi CHU. Donc on est en février 2008, et en juillet 2008, je suis convoqué par Roselyne Bachelot, qui est beaucoup moins radieuse, beaucoup moins expansive, et qui me dit « Olivier, il faut laisser tomber le volet recherche ». Je sors de son bureau, François avait son bureau juste à côté, nous prenons l'ascenseur ensemble, et il me demande aimablement « Comment ça va ?» Et je lui réponds « Très mal ». Et je lui raconte, dans le hall de l'avenue de Ségur, mes malheurs. Et là, François a une vision qui a transformé ma vie, mais transformé notre vie, parce qu'après, on a été quand même de nombreuses années. Il me dit, écoute, je serai toi, je continuerai sans rien dire. Et donc, je commence à faire des auditions que tu me conseilles. Et puis, c'est toujours le problème d'Edgar Morin des croisements. Septembre 2008, qu'est-ce qui se passe? Le krach des banques. Vous allez me dire, ben c'est loin quand même de la chirurgie et de la recherche médicale. Non, pas tant que ça, puisque en janvier 2009,
Nicolas Sarkozy inaugure à Strasbourg les services des urgences, ne lit pas son papier, dérape complètement sur la recherche médicale, disant que la France ne peut s'en sortir que par la recherche. Il s'assied à côté de Roselyne Bachelot et il lui dit la phrase qui tue, « T'en es où de ta loi recherche ?» Et là, Roselyne n'est pas aux grosses têtes, elle s'effondre dans son fauteuil et se souvient qu'il y avait un certain Jardet qui avait été pressenti, mais pour lequel on avait dit d'arrêter. Et donc convoqué à l'Élysée, et là j'appelle François tout de suite, et donc on se met au travail et on fait un texte un peu bancal, avec 4 articles, en 10 jours. Je crois que c'est à peu près ça. Le pire, c'est que le texte passe pratiquement à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Il passe au Sénat, et là les sénateurs, dans leur grande sagesse, disent que c'est nul. Ils barrent tout. Et ça nous laisse le temps de réécrire un texte, je dirais, beaucoup plus sérieux. Alors je vous passerai toutes les péripéties, tous les appels téléphoniques nocturnes, diurnes et de week-end et des vacances entre nous deux. Et nous rédigeons ce texte qui finit par être voté en mars 2012. On est content, et c'est pour ça que je regrette, parce qu'il y avait une photo de l'Assemblée où on était content et on buvait le champagne même dans l'hémicycle. Donc c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas la photo. On est content, et ben non. Notre croix n'était toujours pas terminée. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Bruxelles commence à s'intéresser à cette nouvelle loi, demande à Madame Génie, une Anglaise de la Commission Envie, de l'étudier pour éventuellement la transposer. Donc on est en juillet 2012, elle va mettre 1 an pour l'étudier. En juillet 2013, elle dit c'est une loi intéressante pour les 27 pays constituant l'Europe. Mais nous sommes en juillet 2013. Alors vous allez me dire, c'est pareil que tout à l'heure, le 5 août, juillet 2013, qu'est-ce qui se passait ? C'est la fin de Sarkozy. Ah non, Sarkozy n'est plus. Non, les élections sont passées, il n'est plus. Non, juillet 2013, c'est la fin du mandat des députés européens qui se termine en mai 2014. Et donc, on tombe sur un Lituanien qui s'intéresse à notre texte de loi et propose de façon exceptionnelle un trilogue. C'est-à-dire qu'il demande à la Commission, au Parlement et au Conseil de se réunir et donne 3 mois pour constituer un texte, ce qui n'arrive pratiquement jamais. Le trilogue aboutit, donne un avis favorable en décembre, et le dernier texte de 2014, c'est le nôtre, qui devient un règlement européen. Mais ce n'est pas fini. Nous, on était encore une fois contents, mais ce n'est pas fini. Pourquoi ce n'est pas fini ? Parce que la loi française avait des numéros, et il fallait la réintégrer dans notre système législatif, et il fallait trouver un porteur, et j'avais une ennemie personnelle qui s'appelait Marisol Touraine. Et donc, il fallait convaincre Marisol Touraine de réintégrer la loi Jardet dans sa loi sur la santé. Ce qu'elle a fait très volontiers, et donc c'est passé en 2016 de façon définitive. Et très gentiment, les parlementaires ont donné mon nom à une loi, ce qui est rarissime. Je vous rappelle que les lois ont des numéros. Et mon seul regret, François, c'est que nos 2 noms ne soient pas associés. Et parce que, sans toi, je pense que la recherche française n'aurait pas eu ce texte qui a été fortement critiqué au début, mais totalement accepté maintenant. Et donc, François, ça me fait très très plaisir de te remettre cette médaille Ambroise Paré, qui est la plus haute distinction chirurgicale, mais tu es anesthésiste. Non, réanimateur. Bon, d'accord. Regardez. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, le diplôme est à l'envers. C'est l'émotion. Non, tout c'est bon. Oui, merci beaucoup, François. Je crois que toute la communauté chirurgicale peut te remercier, parce que la recherche, c'est important, et tu y as fortement participé.
Tu as été conseiller de combien de ministres? Je crois que... Bon, ben écoute, merci beaucoup. Tu as raconté beaucoup mieux que moi cette aventure. Un petit détail tout de même, on n'a pas bu le champagne dans l'hémicycle, mais à la buvette. Oui, la buvette, oui, tout à fait. Dans l'hémicycle, on ne boit pas le champagne. Alors, c'est une aventure merveilleuse. On voulait simplifier la recherche. Avec le recul, je ne suis pas sûr qu'on a tout à fait réussi. Ce n'est pas de notre faute. Mais l'administration, comme tu as dit au début, pond les textes dits d'application. Et là, l'usine à gaz s'y est mise. Et ce n'était pas notre faute. Et après, le règlement européen aussi a complexifié les choses. Ah oui, avec le fameux règlement sur les données, le RGPD, qui je crois est un casse-tête épouvantable. Et donc, il n'y a qu'une solution, il faut qu'on s'y remette. Voilà. On y retourne. Non, néanmoins, François, je vais te dire, on a été fortement critiqués. On a dit que ça avait rallongé les délais de recherche, sauf qu'à La Haye et en Espagne, ils trouvent que ça va très vite. Donc, effectivement, il y a peut-être un tout petit problème administratif français, comme je l'ai signalé tout à l'heure. Mais merci pour cette belle aventure, et méfiez-vous quand vous prenez l'ascenseur, parce que là, votre vie peut basculer. Je vais inviter Patrice Mertel, mon compagnon de route, et maintenant mon chef de service. Ben oui, oui, ben oui. Patrice, je me souviens de ton arrivée au CHU d'Amiens, un soir, avec ton épouse, et j'étais à l'internat, j'étais de garde, et tu m'as dit, ça se passe comment ici? Tu arrivais des grandes facs parisiennes, et tu as beaucoup donné pour le service, pour l'orthopédie en général. Tu as eu tous les postes, et jusqu'à la présidence de la Sofcote. Et Amiens te doit beaucoup. Elle doit beaucoup à Bernard de Vauchel tout à l'heure. Elle doit beaucoup à Richard Gouron, qui est ici présent, et qui a fait quand même 5 premières mondiales. Mais elle doit beaucoup aussi au professeur Patrice Mertel. Tu as su organiser dans un petit CHU un grand service de chirurgie orthopédique. On est à 110 lits, 80, 100, une centaine de lits, parce que les 3 ailes, mais je ne sais jamais combien ça fait vraiment, 3 ailes. Tu es classé 3e meilleur chirurgien par Le Point. Et donc, par amitié, par parcours, je suis très honoré de te remettre cette distinction la plus haute pour les chirurgiens, la médaille Ambroise Faré, créée par Louis XV. Merci Olivier. Permettez-moi, chers amis, d'abord de remercier l'Académie pour l'honneur que vous me faites. Je sais que c'est l'amitié du président. Alors j'ajouterais que, puisqu'il me supporte comme chef de service depuis 2009, c'était plutôt à moi de lui donner une médaille peut-être, parce que je les pousse à travailler énormément. Tu as dit que je venais de Paris, alors je veux le souligner, parce que dans mon CV, c'est pas écrit. En réalité, ma venue à Amiens est le fruit d'un échec, puisque j'ai échoué à l'internat de Paris. Et donc j'ai essayé de rebondir dans une petite ville de province. Et je crois que j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Un grand merci, bien sûr, à toute l'équipe. Et puis je me sens un peu comme un intrus par rapport à tous les autres médaillés. Je n'ai jamais fait partie du moindre ministère et je n'ai jamais été conseiller. Ça va venir, ça va venir. Ça va venir. Merci encore. Attends, petite photo parce que... Il faut la mettre dans la salle de staff. Merci beaucoup.